Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, on va parler de la place de papa. Je trouvais ça important de dédier un épisode là-dessus parce qu'on a parlé tout au long de la saison de la charge mentale. Mais quelle est la place du père dans notre relation, dans l'esprit de famille? Quelle place il prend? Quelle place on lui laisse? Comment favoriser une connexion père-enfant rapidement avec nos tout-petits? Ce sont tous des sujets qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous fais une petite parenthèse. Si vous n'êtes pas allé écouter l'épisode 44 sur la sensibilité de papa, je vous le suggère fortement. C'est un excellent complément à l'épisode d'aujourd'hui qui met en vedette Maxime Sarrazin, qui est un père et journaliste au 98.5 FM, et également Sarah Hamel, une psychoéducatrice que vous aimez beaucoup et qui, je ne sais pas si vous saviez, a fait sa thèse de maîtrise sur le lien père-enfant. La connexion qui s'établit entre les pères et les enfants. Donc vraiment, elle en connaît un bail sur le sujet. Et dans le segment coup de cœur, eh bien, je discute avec Maxime et Samuel du projet Nouveau Père. C'est un site web. On y retrouve un blog où on parle de paternité, également des capsules humoristiques où ils vont démystifier certains aspects de leur paternité, toujours avec humour et bienveillance également. Parce que vous le savez aussi, c'est la mission du balado, qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Je pense que c'est pas nécessairement un sujet évident ce soir pour vous deux, le sentiment de compétence parentale. Il me semble que c'est un gros mot. Mais moi, je voulais tout de suite qu'on regarde, quand je reçois un message d'un père qui me dit « J'en fais beaucoup, je fais tout ce que je peux, j'ai l'impression de ne pas être assez. » Moi, ça me fait comme mal quand je reçois ça, puis je me demande... Si on y va plus globalement, est-ce que le père est reconnu à sa juste valeur? Mettons, on commence par la société, là, avant même sa famille. Déjà, lorsqu'on se lance dans l'univers de la parentalité, le père a sa place, mais une place peut-être moins importante. Posons-nous la question. Là. Quand on regarde la plupart des endroits où on parle de père actuellement, puis là, il y a beaucoup de femmes dans la salle, vous avez énormément de regroupements de mamans. À chaque fois qu'on parle des pères, puis je me suis immiscé par le plaisir pendant les dernières semaines dans certains groupes de mamans. Et quand je regarde qu'on parle de papa, c'est souvent que du négatif qui ressort. Alors, dans ces chambres d'écho-là, tout ce qu'on projette du papa, c'est souvent du négatif. Puis là, on se montre en épingle, puis on en crée des puis on sait, moi, mon chum, c'est mon troisième enfant. Dieu sait que ça, je l'entends souvent. Puis c'est vrai qu'en même temps, on se le cachera pas, là, il y a des papas qui ont du travail à faire, puis c'est comme ça depuis longtemps, parce que depuis les 20 dernières années, le rôle de père a énormément évolué. C'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il est important de mettre de l'avant qu'on fait énormément d'efforts. Mais quand la société nous dit « Vous en faites jamais assez, vous faites pas assez de ménage, vous prenez pas la charge mentale, vous êtes pas assez bon, vous êtes pas assez ci », c'est sûr qu'après ça, on se dit « Coudonc, je donne le meilleur de ce que je peux donner. Est-ce que je peux en faire plus? Peut-être. Mais ce qu'on m'envoie comme information, c'est que je suis pas bon. Fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui a énormément de travail à faire, pourquoi j'en donnerais plus? De toute façon, j'en ferai jamais assez. Puis c'est vrai que ce sentiment-là est projeté. Maintenant, il y a aussi une autre facette du fait qu'on voit une amélioration sociale, puis on voit aussi que justement le travail de... On parlait de charge mentale un peu plus tôt, dans un autre épisode, puis on se disait, on la partage de plus en plus, mais ça tend à évoluer, puis je pense que dans la communication, puis on va en revenir souvent parce que pour moi, c'est un aspect tellement important. Si on communique bien, puis on parle de nos attentes, puis de comment on se sent, puis qu'on parle de ce qu'on ressent plutôt que ce qu'on demande, bien souvent, on va être capable d'équilibrer les choses, puis on va aussi ramener le père dans son rôle, puis qui va être d'une famille à l'autre, parfois différente, mais qui va être complémentaire à celui de maman. Mais est-ce que ça se peut, Sarah, parce que je sais que Sarah t'a fait ta thèse de maîtrise sur le lien père-enfant, qu'en 2022, il y a certains pères là, qui ont de la misère à savoir quelle est leur place, à prendre leur place? Bien, j'ai l'impression que les papas, en ce moment, sont comme un petit peu
en difficulté d'adaptation, c'est qu'ils ont eu un modèle qui était complètement différent de ce à quoi on s'attend d'eux aujourd'hui. Puis ils sont en train, là, comme de tracer leur chemin. Mais ça n'a pas encore été débroussaillé, fait que c'est pas évident. Puis c'est comme si on leur demandait déjà d'être une deuxième maman, mais c'est pas ça, un papa. Un papa, ce n'est pas une maman, c'est pas un clone d'une maman. Fait que c'est normal que ce soit différent, c'est normal qu'ils fassent les choses de manière différente. Puis, tu sais, moi, je vois souvent passer des posts, des publications sur Facebook qui vont dire « Hey, là, arrêtez de donner des médailles aux pères parce qu'ils vont promener, ils vont au parc avec l'enfant ou parce que... » Puis, je trouve qu'il y a comme une haine là, par rapport à ça. J'ai l'impression que si on les valorise jamais, ces papas-là qui essayent de tracer leur chemin, ben on va reculer en arrière. On va dire, OK, ben de la chenoute, là, je vais arrêter de faire des efforts. C'est pas reconnu de toute façon. Ben, c'est ça, l'effet un peu d'invalider quand quelqu'un fait quelque chose. Est-ce que, justement, il y a des pères qui vont dire, regarde, là, j'ai essayé, ça fonctionne pas, regarde, la colle, moi, je m'implique plus ou je m'implique moins. Est-ce qu'on peut dire aussi que certains pères prennent pas leur place, c'est une chose, mais certaines mères laissent pas la place aussi? Absolument. Ça, là, puis moi, la première, OK? Je vais vous le dire, là, mais puis maintenant, là, mais quand ma fille était tout petit bébé, ben, puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui vont se reconnaître là-dedans. Quand ma fille pleurait, mais moi, je savais que j'avais juste à la plugger au sein, puis ça allait être fini, merci, bonsoir. Puis mon chum, ben lui, il essayait de la consoler, mais il se sentait rapidement impuissant parce qu'il voyait bien que lui, c'était pas aussi efficace. Puis moi, ben avec ma fibre maternelle de « Oh, là, mon enfant est en détresse, faut que je la sorte de là », ben je la prenais des bras de mon chum, puis j'allais la plugger au sein ou je la consolais en un claquement de doigts. Mais quand je faisais ça, ben j'empêchais mon chum de trouver ses propres façons d'apaiser notre fille. Ouais. Puis j'empêchais ma fille d'apprendre à trouver son confort aussi, puis d'apprendre que son papa aussi pouvait être une excellente source de réconfort. Sauf que ben, c'est différent. Ouais. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. À un certain moment, après la naissance de mon fils, ben, ma blonde allaitait, bien entendu. Puis, ben, c'est quelque chose que je peux pas remplacer. Puis on donnait pas vraiment de biberon. Mais à un certain moment, ma blonde est fatiguée un soir. Je dis, sais-tu quoi, chérie, cette nuit, tu te lèves pas. Je vais me cuire, t'as tiré du lait, je vais le faire chauffer. Prochain boire à minuit, là, tu te réveilles pas de problème, je m'en occupe, je gère. Tu sais, tout confiant, ça va bien aller. C'est un très beau plan. C'était parfait dans ma tête. Hein? Parce que bébé se réveille, il est minuit, maman dort, porte fermée, elle ronfle, la vie est belle, pas de problème. Je vais chercher bébé, pas de trouble. J'ai pris 45 minutes à essayer de calmer mon petit amour que j'aime de tout mon cœur. Et à ce moment-là, pour vrai, il n'y avait rien à faire. J'ai essayé le petit foulard avec le parfum de maman en disant « Tu vas sentir les phéromones. » Non, il n'y avait rien à faire. Et il ne voulait rien savoir. Mon fils est brillant. Il voulait sa mère, puis il savait bien que c'était pas ça. Non, mais j'en ris. Mais à ce moment-là, il y a un réel sentiment d'impuissance. Et là, le pire là-dedans, c'est qu'au bout de 45 minutes, et moi, je veux dire, j'ai pas de violence en moi, mais tu te dis, hey, si j'avais été un père qui gère pas bien son émotion, mon enfant me rejette. Ah oui? Tu sais, le fameux syndrome du bébé secoué, là, ben, c'est à ce moment-là que ça peut survenir. Parce que pour vrai, tu te dis, je vais te calmer, je vais trouver le moyen maintenant. Mais là, à un moment donné, tu finis pas. Puis si toi-même, t'es pas capable de gérer tes émotions, c'est peut-être à ce moment-là que tu vas dire, ben, tu vas arrêter de pleurer. Ouais. Mais tu le fais pas. Il faut pas en arriver là. Mais à ce moment-là, j'ai compris que c'est quelque chose qui aurait pu se passer. Puis ça, tu prends conscience que, coudonc, on est humain. Parce que là, il n'y a rien à faire. Puis là, au bout de la 50e minute que je suis là à essayer de le flatter puis de le calmer, ma blonde finit par se lever, met sa main sur mon épaule. « Merci, chérie, t'as vraiment essayé fort, je t'ai entendu. » Elle le prend. Elle s'assoit à côté de moi, elle le plug au sein, ça prend un quart de seconde. C'est ça qui est beau. Et là, je me suis mis à pleurer. Mais tu sais, vraiment, je me suis effondré en larmes et je me sentais tellement inutile. Mais à ce moment-là, tu finis par relativiser. Puis là, j'étais fatigué aussi, fait que ça joue là-dedans. Mais à un certain moment, tu te dis, OK, ce moment-là passe, mais là, je relativise en disant, non, je suis pas inutile. Parce que du moment qu'elle a fini de donner le boire, elle me l'a redonné. Moi, je me suis installé en chest, on a fait du pot à pot pendant genre 3 heures. Puis il était collé, il était bien, on avait chaud, j'avais la sueur qui me coulait, il faisait chaud.
Mais c'était le fun. C'était un moment précieux. Fait que c'est juste que il a fallu que je comprenne ce soir-là que ça se peut que dans un moment fixe, maman soit plus utile que moi parce que c'est ça que bébé a besoin. Mais ça ne délégitimise pas ce que je vais pouvoir apporter en même temps et après. Ouais, Puis ça a permis quand même à maman de dormir 3 heures après. Fait que, tu sais, au final, elle a dormi sa nuit, elle était confortable, elle s'est levée le lendemain, puis elle était rayonnante. Fait que pour moi, on a réussi. Mais j'ai appris là-dedans que je peux pas remplacer maman. Tu sais, c'est sûr que si maman est pas là, il va finir par le boire, le biberon, parce qu'il se laissera pas mourir de faim. Mais ce soir-là, donné, c'était pas une soif de « je vais mourir de faim », c'était une soif de « réconforte-moi, maman ». Ben c'est ça, c'est pas toi qui es inutile, c'est tes mamelons. Il paraît que si je force, ça sort en poudre, mais tu sais, j'ai pas essayé. C'est ça, tu dis, il se laissera pas mourir de faim, mais peut-être il avait pas faim. Non. Il avait besoin de réconfort. Puis voilà. c'est important. Là, tu sais, tantôt, tu as dit, ton enfant te rejette. Ça, c'est humain de penser ça, de dire, mon enfant me rejette. C'est pas mais ça. non, c'est qui pas se ça. passe. Ton enfant, il est pas en train de dire, gros poche, tu sers à rien, je t'haïs, j'aime juste ma mère. C'est pas ça qu'il dit. Ton enfant, là, c'est un humain. Puis nous, les humains, on aime ce qu'on connaît. On est confortable dans du connu. Puis s'il est habitué que ce soit toujours maman qui lui donne le sein à son réveil de minuit, bien, s'il n'est pas dans du connu, il n'est pas confortable. Fait que qu'est-ce qu'il est en train de te dire? C'est... Là, je veux me retrouver dans mes vieilles pantoufles. Je veux être dans mon confort de ce que je connais. Puis têter du caoutchouc ou le sein de maman. Le choix est souvent le choix est plus facile. Mais avez-vous l'impression, là, on parle beaucoup de la naissance du bébé, mais que le système même pourrait davantage impliquer les pères? J'ai eu des commentaires, entre autres. Moi, j'ai accompagné ma blonde à l'échographie. C'est tout si on m'a dit salut. Moi, j'avais des questions, on m'écoutait pas à moitié parce que là, vite, on était pressés. Mais je veux dire, cet enfant-là, on le fait à 2. Je comprends que les questions d'ordre gynécologique s'adressent davantage à la mère, ça, c'est correct. Mais les questions développementales du fœtus, le père a autant, ou le coparent a autant des questions pertinentes que la mère. Sentez-vous qu'il y a du travail encore à faire? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, c'est très hospitalo-centré, là, ces histoires-là, où tu arrives à l'hôpital, puis on t'installe dans une salle, c'est à peine si t'as une chaise pour t'asseoir, puis des fois, t'en as pas. Puis là, t'as ton manteau dans les mains parce qu'il n'y a pas vraiment de patère. Donc là, t'as ton manteau, puis là, ta blonde est à moitié nue, puis elle est en train de se faire jouer avec du gel, puis l'échographie. Puis là, t'es là, je comprends pas ce qui se passe. Puis là, je vois... Tu sais, moi, j'ai grandi dans un univers médical où ma mère est infirmière, fait que ça me parlait quand même un peu, mais là, je vois ça, puis là, hey, mon Dieu, c'est sa jambe. C'est OK. Mais puis toi, tu as des questions, mais de toute façon, ils sont très à l'écoute de maman. Fait que oui, mais en même temps, c'est un moment privilégié pour maman. Puis nous, en tout cas, moi, je me suis senti très accompagnateur, mais pas très partie prenante. Oui, mais théoriquement, oui, je comprends. C'est sûr que pour maman, il y a quelque chose, mais tu l'as dit tantôt, c'est notre enfant. Donc, la jambe, le développement... Oui, mais je porterai jamais... Tu sais, je pense que rendu là, tu sais, faut pas non plus le pousser trop loin dans la mesure où c'est pas papa qui va porter le bébé. Mais raison de plus pour l'inclure, parce que nous, on le sent. Là. Nous, là, on le sait concret, là, je vous jure. À chaque nausée, on se rappelle qu'on est enceinte. Mais le père, il vit pas tout ça. Là. Fait que cette première rencontre-là par l'échographie, c'est votre premier contact officiel. Absolument. C'est super puissant. Là. Puis surtout qu'on le sait que l'attachement, ben ça se développe tôt comme ça, là, le lien affectif avec le bébé, plus on va parler du bébé, plus on va inclure le papa, plus on va les mettre en contact. Coups de pied, les premiers gestes, quand tu le sens, c'est vraiment là où tu vois que ça devient plus concret. Mais oui, effectivement, d'impliquer davantage le papa, là, il y aurait une question à se poser comment, puis à brûle pour point, je pourrais pas nécessairement dire comment cet univers-là, mis à part de peut-être m'avoir installé une chaise, puis de m'être senti avec un popcorn pour voir ça, je sais pas. Mais je fais des blagues, mais je veux dire, je pense que ce moment-là, je pense que c'est surtout aussi le fait de le vivre à 2. Moi, je me suis pas senti brimé dans l'optique où j'étais à côté de ma conjointe, puis j'ai fait « Wow, il y a un enfant qui bouge dans ce ventre-là. » Puis ça donne que c'est le mien, jusqu'à preuve du contraire. On te le souhaite. Mais justement, quand on parle de compétences parentales, là, puis je sais que tu viens d'en écrire un, mais on parle beaucoup souvent de livres, de littérature. Puis nous, les mamans, là, je généralise un peu, mais on aime ça, puis on va feuilleter les briques et tout. Mais j'ai posé la question à plein de pères, plein de bons pères, plein de pères impliqués autour de moi. Puis je leur ai demandé, pour le fun, là, les as-tu lu les livres, toi aussi, tu sais, qui traînaient subtilement sur la table à café, puis t'es comme... Pour vrai, je les ai feuilletés, mais non, pas tant. Et c'était pas par manque d'intérêt, mais
pour eux, c'était pas nécessairement la façon. Est-ce qu'en tant que maman, on devrait, comment je peux dire, motiver le père à justement à lire, à se préparer? Est-ce que ça peut aider à faire augmenter le sentiment de compétence parentale, ou il faut à un moment donné lâcher prise puis dire, regarde, ça va venir plutôt quand l'enfant va être là avec le temps? Moi, je sais pas. Je dis toujours, il n'y a pas de guide pour devenir parent. Oui, il y a on peut prendre la littérature, on peut lire si on veut, mais en même temps, tu deviendras jamais parent tant que tu n'auras pas le bébé dans tes bras, puis tu ne te lèveras pas la nuit pour le donner à ta blonde pour qu'elle l'allaite, puis tu ne changeras pas sa couche. Moi, je pense pas qu'il y a un guide qui va me permettre de faire ça. Tu sais, à l'époque, on a fait dans mon cas, j'ai fait un cours de gardien averti, changer des couches, ça va faire ça. J'ai étudié en enseignement, fait que j'ai fait un background de psychologie de l'enfance. Fait que je veux dire, pour moi, honnêtement, les cours prénataux, j'en sentais pas le besoin. Puis en plus, ma conjointe avait déjà eu un enfant dans une union précédente avant d'avoir notre bébé. Fait que pour elle, elle avait déjà traversé ces étapes-là. Fait que oui, on aurait pu aller dans un cours prénatal pour moi, mais moi, pour l'instant, je me suis dit, garde, on va traverser ça ensemble, ça va bien aller. Puis si on a des questions, ben de toute façon, j'ai vu la naissance de mon neveu, ma nièce, 2 ans auparavant, je les ai catinés en masse. Ouais. J'ai eu le temps d'apprendre aussi, puis on a d'autres ressources. Je ne sentais pas le besoin d'aller m'enfermer dans un cours prénatal qui, de toute façon, je pense, sans vouloir être offensant, n'est pas toujours construit autour du papa. C'est très maman, puis c'est correct, c'est très bien comme ça, puis pour ceux que ça rassure, je trouve ça bien, mais je pense pas que de forcer un individu à aller quelque part où il se sent pas vraiment utile, je pense pas que ça va être bénéfique. Si le couple décide d'y aller ensemble parce que ça va être une bonne chose, puis c'est quelque chose qu'on fait ensemble, puis c'est bénéfique parce que ça va nous servir, c'est une super bonne chose. Mais quand ça devient de contraindre quelqu'un à participer à quelque chose, quand tu contrains, tu n'arrives jamais à quelque chose de positif de toute façon. Mais je pense que c'est une ressource qui doit être utilisée pour ceux qui en ont envie, puis c'est très bien que ça existe. T'sais. Mais je pense pas que dans mon cas, personnellement, c'était pas quelque chose que je sentais le besoin. Là, je vais m'adresser à toi, Sarah, parce que je sais que tu l'as vécu il n'y a pas si longtemps. Là. Ta fille est encore quand même petite. Tu parlais d'allaitement au départ. Tu es même des fois allé un peu chercher la petite d'un bras de ton chum pour faire comme, OK, je vais m'en occuper, je le sais. Mais je comprends qu'au départ, il y a tout aussi l'allaitement, la notion, l'accouchement, on vient d'accoucher et tout. Mais le temps passe, l'enfant vieillit. Jusqu'où, à un moment donné, il faut, nous, comme mère, prendre un pas de recul et faire, OK, là, il faudrait peut-être que je laisse un petit peu plus de place au père. Absolument. Parce que des fois, il n'arrive pas à nommer le fait que « je suis là, j'aurais besoin de place ». Mais en même temps, si on est trop couveuse, ça peut avoir d'autres impacts. Ben oui. Puis c'est parce qu'il faut arrêter de se placer en position d'experte. Puis tu sais, c'est une psychoède qui parle, là, mon pauvre chum, là, qui est genre... game designer chez Ubisoft, tu sais, lui, il est fin, puis il prend tout pour du cash, qu'est-ce que je dis? je suis vraiment chanceuse. Je sais que c'est pas... beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Il m'ostine pas, puis tout ça, mais... Il a fallu un moment donné que je lui donne cette place-là, parce que si lui, il me la cède, puis que moi, je la prends trop, ben je nuis à leur relation. Puis... C'est ni les aider eux, puis ça m'aidera pas moi non plus d'être la seule et unique personne que mon enfant va... Quelle pression! Ben oui, c'est ça. Si je suis la seule et unique personne que mon enfant accepte, qui donne des soins, mais c'est encore, on revient à la pression, puis la charge mentale et tout. Ça aide personne, tout ça. Puis justement, tu le disais, tu sais, les mamans sont plus portées à aller lire des ouvrages sur le développement de l'enfant, puis tout ça, mais... C'est pas parce que tu as lu 75 000 ouvrages puis que tu as plein d'années d'études que tu es nécessairement plus experte. Parce que la parentalité, c'est pas juste de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires. Notre génération intellectualise beaucoup la parentalité, alors que ça se passe pas nécessairement ici, ça se passe ici. Puis moi, j'ai beau avoir 6 années d'études universitaires puis de me former en continu à chaque année, ben je trouve ça tough, moi aussi, parce que justement, c'est ici que ça se passe. Fait que, on devient parent en même temps, puis ce vécu-là, ben faut vraiment se voir comme un team, comme une équipe, puis qu'on traverse ça ensemble, puis c'est correct qu'on se relève, puis c'est correct qu'on essaye des affaires, puis qu'on se rende compte, OK, non, ça marche pas, finalement, on revient en arrière, puis là, c'est correct, je vais prendre le relais, mais il faut au moins donner la chance aux coureurs. La chose que je vais rajouter là-dessus, puis c'est intéressant, tu sais, on dit souvent qu'il faut que les mamans donnent de l'espace au papa. Oui, c'est vrai dans certains cas, mais je pense que c'est important que nous aussi, en tant que papa, on dise « Hey,
je vais m'impliquer. Ouais. Puis moi, je m'excuse, mais ce matin, ma blonde est en train de faire le déjeuner. Moi, mon fils vient me voir, puis il vient me réveiller. Ben c'est quand on va prendre le temps, on va se cacher dans une couverte, on va rire, on va faire des jeux. Je vais le prendre, je vais le lancer dans les airs, on va faire des flips, on va faire des somersaults sur le lit. Ça va être drôle. On s'amuse, on a du plaisir ensemble. Oui, c'est bien. Mais c'est correct, mais j'ai du plaisir avec mon fils comme ça, il aime ça. Mais ce moment de qualité-là qu'on passe, ben le petit n'est pas nécessairement dans les jambes à maman en train de dire « Quand est-ce que je mange? Oui. Fait que c'est correct. On passe un moment de qualité. Puis pendant ce temps-là, ben oui, on s'est divisé les tâches. Fait que j'ai donné un coup de main à maman. Puis une fois qu'il a fini de déjeuner, ben c'est correct si maman a sorti le linge, parce que moi, pour vrai, je suis archi nul choisir les kits. Puis je dis toujours à ma blonde, c'est vraiment toi qui es bonne pour choisir les kits de linge. Puis c'est un peu stéréotypé, mais dans notre cas, c'est absolument vrai, là. Mais je veux dire, je vais prendre le linge, je vais l'habiller. Si je viens ici, je vais t'habiller, puis après ça, va chercher ta brosse à dents, papa va brosser tes dents. Maman, elle a d'autres choses à faire, puis elle est en train de faire le lunch la plus grande, tu sais. Fait que l'idée, c'est de mettre ça en aide pour que ça soit pas juste une personne qui fait tout pendant que toi, tu es assis à la table puis tu bois ton café. Des fois, ça va arriver. Puis s'il y a des matins comme ça, puis si ça arrive, culpabilisons pas non plus que ce matin-là, hey, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je suis zéro là. Fait que c'est plus l'autre qui a tout fait. Mais si ça arrive, n'ayons pas peur qu'après coup, on soit capable de se dire, puis ça, c'est important, je pense, hey, by the way, ce matin, tu sais, tu t'es-tu rendu compte que c'est moi qui a tout fait? J'ai trouvé ça un peu rough. Et puis là, je m'excuse pour vrai, ce matin, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur, ou tu sais, l'autre file pas. Mais ça, si on s'en parle dès le moment, on en prend conscience tout de suite, on évite de le faire grossir puis de le faire devenir un problème. Fait qu'on garde une communication ouverte. Ça, c'est la clé. Je sais que depuis le début du balado, je reviens constamment là-dessus. C'est vrai, c'est pas facile. Mais pour moi, c'est ça, c'est de se parler puis de mettre l'emphase sur les moments de qualité qu'on passe avec nos enfants. Fait que moi, oui, effectivement, je m'implique auprès de mes enfants puis je trouve ça donc important de le faire parce que j'aime ça. Mais ça s'apprend pas. Ça s'apprend dans la mesure où, hey, je vais prendre du temps avec mes enfants. Ça se vit je vais me lever le matin, là, puis mon cellulaire, je le regarderai tantôt pour mes courriels. Là, j'ai mon fils devant moi. On va s'amuser. Hey, papa, on peut-tu se faire une cachette pour que maman vienne nous trouver? Eh oui, viens-t'en la couverte, on se cache. Maman, tu viendras nous trouver, là, on est cachés, puis on est disparus. Ah, il est donc content, lui. Elle nous voit parce que les pieds dépassent de partout. Mais lui, il est certain qu'on est invisible. Puis pour vrai, c'est des choses fascinantes. Mais je trouve ça beau à entendre. Je trouve que c'est une belle magie parce que la couleur de maman, la couleur de papa, c'est différent. Puis justement, les jeux sont différents, les choix d'activités. Puis c'est en laissant de la place aussi à l'autre parent, ce que l'enfant va faire tout seul avec papa ou maman versus ce qu'il va faire en famille. Souvent, c'est complètement différent. Puis c'est bien, puis ça lui donne d'autres exemples. Mais j'aimerais qu'on revienne, Sarah, sur les passes. Même si le père est impliqué, même si ça va bien, est-ce que ça peut arriver dans le développement, surtout de nos tout-petits, qu'à un moment donné, pour une raison qu'on ne s'explique pas, c'est maman, ou même papa, pendant quelques semaines, quelques mois, puis ça peut être déstabilisant pour l'autre parent. Il dit, non, j'ai rien fait. Oui, ça, là, c'est quelque chose qui est normal, OK? C'est ce qu'on appelle, en fait, la polarisation de l'attachement. Ça a un terme. Oh, c'est un grand mot. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, puis on n'a pas besoin d'intervenir pour ça. C'est sûr que là, si ça devient vraiment lourd, parce que là, c'est toujours le même parent qui doit tout faire, ça devient pénible. Là. Mais en fait, c'est que les enfants, ils ne peuvent pas se laisser deux adultes s'occuper d'eux en même temps. Imaginez là des aimants, OK? Donc, l'enfant, il a son magnétisme, l'autre parent, il a son magnétisme, la relation d'attachement, en fait, c'est les aimants, puis la relation, c'est comme le magnétisme qui unit ça. Il y a toujours une figure d'attachement principale pour un enfant, souvent dans un couple hétérosexuel, c'est la mère, parce que c'est elle qui a pris le long congé parental, donc c'est elle qui a répondu à la majorité des besoins. Donc c'est elle qui a comme monté la hiérarchie là, des figures d'attachement. Et ensuite va se greffer souvent le deuxième parent, l'éducatrice, la grand-mère, toutes les personnes qui vont dispenser des soins. Ils sont significatifs. C'est ça, exactement. Puis l'enfant, avec son magnétisme, il y en a, mettons, la mère, le magnétisme va être encore plus fort, hein? Fait qu'il va plus facilement aller se coller sur cette personne-là. Puis, c'est ce qui arrive avec un aimant, hein? Il y a un côté qui colle, puis un côté qui repousse. Fait que s'il se colle à cette personne-là, il va repousser les autres personnes qui voudraient lui dispenser des soins. Ça, moi, je le vis le matin quand ma mère, parce qu'on est en intergénérationnel, ma mère, elle arrive pour venir s'occuper de ma fille.
Puis, ben là, ma fille, elle sait que je m'en vais travailler. Donc, elle sait que je ne suis plus la personne qui assure sa survie. Donc, par instinct de survie, c'est pas conscient, ça, là. Elle sait pas qu'elle fait ça, là. Mais là, elle lâche mon aimant, puis elle s'en va se coller dans la relation sécurisante avec ma mère. Là, si moi, j'ai oublié de faire ses couettes ou de changer la couche ou whatever, elle veut pas. Elle veut pas. Là, c'est mamie qui s'occupe d'elle. Elle me repousse. Mais quand je reviens du travail, là, elle se recolle. Puis si ma mère, elle a oublié quelque chose de notre bord de maison, ben là, elle dit non, mamie, fini, parti. Là, c'est fini. Fait, il faut pas le prendre personnel parce que c'est pas un rejet. C'est pas, elle est pas en train de dire va-t'en, je veux plus te voir. C'est là, c'est maman s'occupe de moi. C'est ça qui est en train de se passer. C'est la polarisation de l'attachement. Oui, puis quand on est puis on le vit aussi en couple, lorsqu'on est les deux ensemble, ça se peut qu'il y ait un parent qui, dans ce moment-là, soit souvent maman, va devenir non, je passe tout le temps avec maman. Puis il faut juste l'accepter. Mais d'un autre moment, ma conjointe s'en va travailler, ben là, papa, faut que tu le lises. Là, on Là, faut que devient tu comme le lises une histoire avec moi. Là, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on fasse des jeux. Puis ça s'est passé en une fraction de seconde. Puis c'est vrai, on le vit. Puis l'enfant, il démontre ça. Puis des fois, ben c'est drôle parce que des fois, c'est le matin, il vient nous réveiller en se levant. Puis maman, je te fais un câlin. Puis papa, t'es là aussi, il vient me faire un câlin aussi. Puis après ça, on se fait un câlin les trois ensemble. Puis ma fille qui vient nous rejoindre. Puis là, on se fait un câlin tout le monde ensemble. Puis c'est le fun. Puis ça, quand ça arrive, on en profite, puis on vit ce moment-là, mais au moment où il me rejette parce qu'il veut aller avec maman, je me dis pas, bon, ça y est même plus, puis là, c'est moi que ça brime. Pas en tout. Il y a juste besoin de maman à ce moment-là, puis dans 5 minutes, ça sera mon tour quand ça sera mon tour. Je retiens vraiment que ne pas le prendre personnel, ça fait vraiment partie du développement, c'est normal. Même nous, on dirait qu'il y a des journées avec nos amis, par exemple, où on feel plus pour parler avec un puis moins avec l'autre, c'est normal, ça veut pas dire qu'on l'aime plus. Moi, j'ai une question peut-être un peu difficile, mais tu le disais tantôt, on a beau intellectualiser, OK? Nous sommes un couple, on fait le choix conscient d'avoir un enfant. On pense que ça va être le fun, puis on a envie, puis let's go, on se lance là-dedans. On pense que ça va être le fun. Oui, mais c'est une drôle de formulation, mais c'est parce que là, je m'en vais. Oui, c'est un bon choix. Là, le bébé arrive, les premiers mois passent, sont difficiles parce que, bon, un nouveau-né, c'est un peu difficile quand même, on se le cachera pas. Mais ça ne s'améliore pas. Et là, on arrive pour l'intégrer, le vivre, puis on se rend compte que c'était peut-être pas tout à fait ça, qu'on a l'impression qu'on n'a pas cette compétence-là. Puis c'est très souffrant, là, c'est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, des fois, on peut même être gêné d'en parler parce que tu te dis, voyons, je suis tombée poche. Tout le monde aime ça, être père, tout le monde aime ça, être mère. Mais c'est finalement, c'est pas pour nous. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est pas comme un chien. Genre, tu peux dire, mais l'adopter pour payer, mais le reporter au pet shop, là, marche pas comme ça. Là. Fait... Maggie, trouve-moi un parent qui aime ça, se lever la nuit pour se lever 14 fois, pour être capable de dormir, pour donner à boire, changer des couches, mettre le caca qui pue. Puis il n'y a pas un parent qui aime ça. Ça, c'est sûr. Après ça, l'attachement, je veux dire, il y a des parents qui ne s'attacheront pas. Puis j'ai pas d'études là-dedans. Tu pourras certainement en parler bien plus que moi. Mais la chose qui importe, moi, je reviens un peu en arrière, en amont à ta question. Souvent, les gens ont des enfants dans une situation de couple où il n'aurait peut-être pas dû en avoir à ce moment-là. Je pense que des fois, on a aussi, en tant qu'individu, à se questionner, est-ce que la personne avec qui je suis est la meilleure personne qui me complémente assez pour devenir un parent avec moi? Puis ça, ces questions-là, souvent, on ne s'y pose pas. Et encore pire, souvent, on va se dire, oh mon Dieu, ma relation bat de l'aile. On va se faire un enfant, ça va régler la situation. Oh non! Oh boy! Non, ça réglera pas la situation parce que là, tu rentres un troisième élément dans un couple. Tu sais, on le dit souvent, là, rentrer une troisième roue dans un couple, souvent, ça vient démontrer que le couple fonctionne pas, puis ça va exacerber des problèmes, mais c'est ça, un bébé, c'est une troisième roue. C'est juste que le rôle est différent qu'on a avec cette troisième personne-là. Mais c'est la même chose. Alors, des fois, je pense qu'il faut aussi se questionner sur où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à cette étape-là? Est-ce que je suis avec la bonne personne pour faire ça? Si j'ai des doutes sur la personne avec qui je suis avant de faire des enfants, bien, peut-être que je suis mieux de me questionner puis de s'assurer que les deux, on est en même place puis qu'on est prêt à ça. Puis est-ce qu'on est prêt à s'engager? Puis quand c'est oui, puis tu dis ça va bien aller, puis c'est ça qu'on veut, puis on est prêt, bien là, on le fait pour les bonnes raisons. Mais si on a des enfants pour régler des problèmes, souvent, on va être des parents amochés. Puis pour répondre à ta question, Maggie, tu sais, les études démontrent que les papas, de manière générale, commencent à avoir vraiment plus de fun avec leur enfant quand l'enfant commence à parler puis à marcher. Fait que ça, de manière générale, les papas trippent moins pendant la phase bébé. Fait que c'est correct aussi de dire, ben, il y a des phases.
du développement où on tripe plus. Moi, j'ai capoté, ma phase bébé. Puis, tu sais, je sais que moi, l'âge 3 ans, je trouve ça vraiment, vraiment le fun, mais que l'adolescence, je trouve ça vraiment pas cool. Puis, je le vivrai rendu là. Mais, tu sais, on a toutes nos phases préférées avec nos enfants, puis c'est normal, c'est correct. On a le droit d'avoir nos préférences. On n'est pas obligé de triper, là, avec la phase dans laquelle on est. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être là, puis de l'aimer, notre enfant. Tu sais, c'est pas grave si on n'a pas l'impression de toujours être... OK, fait que si on n'est pas un calinours tout le temps, là, qui rayonne, puis qui est comme, wouhou, c'est le fun, c'est correct aussi. Mais Ben oui, tant que l'enfant est en sécurité, tu sais, la question qu'il faut que tu te poses, c'est ton enfant est-tu en sécurité? Est-ce qu'il y a un toit sur sa tête? Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'on participe à son développement? Est-ce que je lui donne de l'attention? Est-ce que je suis là? Je le mets pas en danger? Est-ce que, tu sais, moi, personnellement, je suis un papa câlineux, j'aime ça, tu sais, c'est quelque chose qui me fait triper dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça, puis c'est bien correct. Après coup, si tu te dis, moi, sérieux, je suis pas confortable, j'ai peur de l'échapper, j'ai peur de le briser, je suis plus confortable, c'est ma blonde qui l'a dans ses bras, ben c'est correct. Puis toi, peut-être justement que quand ça sera le temps de l'inscrire au soccer ou de l'inscrire au baseball puis au hockey, toi, tu vas être sur la glace avec lui, puis tu vas devenir un modèle pour lui à ce moment-là plus précis quand il va avoir 6 puis 7 ans, puis c'est là il va découvrir son papa, mon Dieu, qui est extraordinaire, il me coach au hockey, où il est là dans les estrades, il cheer pour moi, puis après chaque partie, il m'en parle, puis il est fier et là, de moi. Le père sera plus présent dans cette phase. Et le rôle va jouer à ce moment-là, mais il faut juste s'écouter, puis être, tu sais, de pas tenter de se changer, d'être authentique avec qui on est, puis juste d'aimer, puis de se donner une chance, puis d'accepter aussi qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on aura beau se dire tout ce qu'on veut, oui, on veut essayer d'être parfait, je le dis tout le temps, on veut être des superwomen, on veut être des supermen, puis on veut des super papas, des super mamans, mais ça n'arrivera pas. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est juste donner le meilleur de nous, puis d'être authentique. Et en même temps, tu sais, moi, je suis poche au soccer, fait que j'ai aucun intérêt à jouer au soccer. Fait que c'est sûr que si le père, il a l'impression d'être poche, qu'il vit jamais de succès, qu'il a toujours l'impression que lui, il est pas capable de rien faire, ou que le son de cloche qu'il reçoit de sa conjointe, c'est qu'il en fait pas assez, ou il est pas assez bon, ou donne-le moi je suis capable, puis toi t'es pas capable. Ou, s'il a l'impression de ça, ben il aura peut-être pas tellement envie de s'investir, donc il deviendra pas meilleur non plus. Fait que moi je pense qu'il y a quelque chose quand même faire attention au niveau de c'est pour ça que moi je suis vraiment plus pro. Ben on va les valoriser, même si il a juste fait des pets à la bédaine, puis que toi t'as fait tout le reste de la journée, ben il a fait ça. Ouais. Ah, Léon, il a fait ça. Puis plus il va se sentir compétent, mais plus il va s'investir, puis plus il va avoir envie de le faire. Mais si tu dis, tu fais jamais rien, tu fais rien des pets à bédaine, ben il aura même plus envie d'en faire des pets à bédaine, tu sais. Fait que, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au lieu, si on est toujours dans la culpabilité de l'autre, ben, au lieu de l'amener à faire plus, il va faire encore moins. C'est ça. Donc, compte tenu que déjà le partage peut être inégal dans certaines familles, ben, essayons de valoriser ce qu'il y a de beau pour amener le comportement qu'on souhaite, au lieu de toujours, on le disait tantôt, au lieu de cours pas, marche s'il te plaît, ben, c'est un peu la même chose. Si on est toujours à taper sur ce qu'on veut pas qu'il fasse, ben, ça lui donnera pas envie puis non plus. on en revient à ce qu'on se disait tantôt, communiquons de la bonne façon, puis exprimons quels sont nos besoins aussi. Tu sais, tu peux pas valoriser quelqu'un si tu n'exprimes pas quels sont tes besoins au départ. C'est clair. Et laisser de la place et laisser l'espace au temps. Et ce que je retiens aussi peut-être, accepter encore une fois que les choses soient faites différemment, pas à la même façon. Et pour l'enfant, d'avoir 2 parents imparfaits, ce sont de beaux modèles. Et 2 parents complémentaires. Ça, j'aime ça. Pour qu'il puisse aller chercher des forces de chacun pour décider, lui, comment il veut se construire puis quelles sont ses propres couleurs à lui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la relation père-enfant avec Maxime Samuel. Bonjour, messieurs. Bonjour, Maggie. D'abord, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais j'aimerais savoir, vous qui vous êtes impliqués là, dès le jour 1, et j'allais dire moins 1 pratiquement, parce que, bon, lorsqu'on est enceinte, on s'entend que c'est là aussi que s'éveille notre paternité. Vous vous êtes impliqués avec vos conjointes respectives vraiment dans tout ce processus-là. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous a amené comme gars, le fait de vous avoir impliqué, puis de ne pas justement avoir délaissé les tâches qui, par le passé, étaient considérées peut-être comme maternelles, qui sont plus émotives, qui sont des tâches aussi liées aux soins du bébé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais, premièrement, je veux pas qu'on se mette sur un piédestal. Là. On est des pères qui ont eu cette réflexion-là, cette sensibilité-là, qui voulaient vraiment être impliqués dans leur famille. Ceci étant dit, j'en vois plein d'autres, des modèles comme les nôtres, qu'on fait partie de cette génération-là qui est plus grande que nous, de pères qui veulent avoir
une place précise dans leur famille et dans leur cellule familiale. Maintenant, ce que ça nous apporte personnellement, bien, je pense que tout le monde gagne à l'implication du père dans la famille. C'est-à-dire que c'est moi, dans ma relation et avec ma conjointe, mais aussi avec mes enfants, il y a cette richesse-là, il y a cette proximité-là, il y a ce sentiment de confiance qu'on peut vivre rendu à 4 ans et demi. Le fait que j'ai été là depuis le début, dans un partage de tâches qui était équitable, puis aussi dans un partage de tâches liées aux soins des enfants, mais ça fait que lui, il n'y a pas un sentiment de telle demande et telle demande va à maman, et quand je veux m'amuser et jouer, je vais à papa. Ce sont 2 parents égaux qui sont capables tous les 2 de subvenir à mes besoins. Fait que ça, c'est super payant. Puis pour la mère aussi, pour ma conjointe, bien, ça crée un équilibre, ça permet d'adoucir la charge mentale, ça permet d'avoir des communications qui font que, bien, pour elle, le défi parental, je l'espère, et va un peu mieux que si j'étais absent ou si je faisais juste les tâches très traditionnelles de part. Quand tu demandes, Maggie, qu'est-ce que ça nous apporte, je pense que c'est bien de le poser comme ça parce que souvent, on parle de responsabilité familiale, puis c'est beaucoup un devoir, puis c'est une obligation, puis c'est une tâche, mais je pense que quand tu t'impliques comme père, au final, tu en retires beaucoup aussi. Puis plus tu t'impliques, moins tu vas te sentir comme un étranger dans ta maison quand tu rentres, puis plus tu vas y prendre goût. C'est comme dans n'importe quoi, plus on est bon, plus on aime ça. Fait que je pense que de s'impliquer dans sa famille, au final, moi, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui m'apporte plus de bonheur que mes enfants dans ma vie. Puis c'était probablement pas ça il y a 5 ans parce que je n'étais pas rendu là, mais aujourd'hui, en m'impliquant, c'est extrêmement positif dans une vie. C'est pas juste une responsabilité. J'ai l'impression, justement, que c'est gagnant-gagnant. Je ne sais pas si ça vous arrive chez vous, mais petite anecdote, chez nous, là, disons, la fin de semaine, je suis là, mon chum est là. Les enfants ont quelque chose à demander, peu importe. Mon fils, surtout, il va dire les parents. Tu sais, il ne dira pas maman, papa, il colle les parents. Il sait qu'il y en a un des deux qui va répondre, puis que la réponse va être aussi bonne. Elle va peut-être être différente, mais elle va être aussi bonne que ce soit moi ou mon chum. Puis ça me faisait rire. Puis c'est là que j'ai compris qu'à certains égards, on avait réussi dans ce partage-là parce que, je veux dire, la nuit, mettons, tu as de la misère à t'endormir, tu demandes les parents. Tu sais qu'il y en a un des deux qui va venir, puis ça va être correct comme ça. Fait que oui, en tant que mère, j'avoue que des soirs, j'étais comme, là, la routine du bain, peux-tu y aller? Ça va me faire plaisir de faire la vaisselle et inversement le lendemain. Mais le fait qu'on s'implique tous les deux, puis j'aimerais ça que vous nous racontiez un petit peu l'anecdote derrière. Dans une de vos capsules, il y a le lien d'ailleurs sous l'épisode, on peut aller écouter les capsules de Nouveaux Pères du projet Devenir Père, là, mais vous allez voir le lien. Vous parlez de la tondeuse. Parlez-nous-en. Racontez-nous d'où est venue cette anecdote-là. Moi, j'ai pas de tondeuse, c'est que Max, vas-y. Un citadin. Ben, écoute, juste avant, là, pour clarifier, parce que je trouve ça génial ton anecdote de les parents. Moi, tu sais, très transparent. Il y a des séquences, c'est-à-dire que nous, on fait les deux, mais il va y avoir des séquences de maman. Tu sais, mes enfants encore 4 ans et demi, 2 ans et demi. Des fois, on a une période de maman où c'est maman qui est monopolisée. Mais j'ai la chance, il y a aussi des périodes de papa, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, puis, il y a aussi le fait que, bon, ben, il y a 4 ans et demi, fait que c'est pas lui qui décide qui lui donne le bain puis qui va le. C'est nous, mais il y a quand même des mamans et des papas qui se faufilent à travers les parents. Maintenant, ben, l'anecdote de la tondeuse, c'est la conclusion d'une réflexion que j'ai avec plein d'amis de mon entourage qui ont l'impression d'un équilibre dans le partage des tâches et qui a enfin un déséquilibre parce que, oui, j'ai changé les pneus des voitures, j'ai fait la pelouse, j'ai fait les rénaux, j'ai posé les décorations de Noël, puis c'est des gars qui sont très impliqués dans toutes les tâches liées à la maison puis à la famille de façon plus périphérique, mais qui vont moins s'impliquer dans les soins, l'écoute, le petit livre de lecture à la fin ou rendormir la nuit, les cauchemars, la préparation des sacs à dos pour aller à la garderie ou à la passe-partout. Puis là, on veut rien des lunchs, puis on veut rien oublier. Puis ça, c'est clair que ça crée un déséquilibre dans cette espèce de pression mentale-là parce que si tu as oublié de passer ta tondeuse, premièrement, ben, tu ne passes pas demain. Si tu as oublié les sandwichs à ton enfant, tu ne peux pas y faire manger demain. Fait qu'il y a une espèce de pression plus grande pour les sandwichs que pour la tondeuse. Mais l'autre chose, c'est qu'à chaque fois que tu fais que tu prends une tâche liée aux soins de tes enfants, tu renforces cette relation-là avec lui, avec elle. Alors que quand tu passes la tondeuse, à la fin, même si tu la passes aux 3 jours, la tondeuse, tu n'es pas en train de créer une relation qui va t'amener plus loin entre toi et ta tondeuse. Je te le souhaite pas. Non, moi non plus. Puis
faut en être conscient, je pense, au quotidien, parce que naturellement, à cause de la façon dont on a été élevé, à cause des modèles familiaux qu'on a eus, naturellement, le pattern va nous ramener parfois à une division beaucoup plus traditionnelle des tâches. Puis, tu sais, moi, je suis très sensibilisé à ça, j'en suis très conscient. Puis des fois, quand même, moi et ma blonde, on se parle parce qu'on reprend des plis qui. Tu sais, les congés maternité au départ vont aussi tendre à accentuer cette tendance-là. Fait faut en être conscient et s'en parler régulièrement, sinon on tombe dans les bons vieux patterns. Oui, ça revient plus vite que nous. Puis Samuel, tu viens de lancer justement ma prochaine question, le fameux congé parental. Que ce soit bébé, j'allais dire 1, 2 ou 3 ou plus, parce que la dynamique va changer à chaque fois qu'il s'ajoute un humain dans notre famille et c'est tout à fait normal. Avez-vous l'impression que le fait que les pères prennent de plus en plus d'abord les 5 semaines, appelons-les de base, parce que ça arrivait parfois que les pères prenaient juste rien dans le passé, et que maintenant, il y en a même qui vont aller dans le congé parental, qui vont se diviser les semaines. Ça peut être une des premières clés, justement, pour favoriser cette connexion-là avec les enfants. Je sors de 8 semaines de parental, fait que mais là, je suis retourné au travail, puis ma blonde est en congé de maternité. Et je pense que plus tu prends du congé parental, plus ça te permet de comprendre la réalité de l'autre et vice-versa. Souvent, pendant le congé de maternité, je trouve qu'on vit dans des univers parallèles où ça devient extrêmement difficile pour le père de comprendre la réalité de la mère. Et à l'inverse, c'est pas toujours le fun non plus de travailler, faire la routine du matin, la routine du soir, puis ça devient extrêmement épuisant. Fait que je pense qu'en prenant plus de congés, on connecte plus rapidement avec nos enfants, mais ça nous permet aussi de nous rapprocher et de comprendre la réalité de l'autre partenaire. Moi, justement, je viens de prendre 8 semaines de parent. J'ai pris 5 semaines de paternité, j'ai repris 8 semaines de parental. Ça m'a permis de vivre des moments incroyables avec ma famille, mais ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma conjointe. Mais là, naturellement, je suis sûr que dans les prochains mois, on va reprendre des plis, puis nécessairement que ma blonde va faire plus à manger, puis elle va être plus avec le bébé à la maison. Mais il va falloir déconstruire ça lorsqu'elle va retourner au travail. Mais oui, c'est clairement que ça aide, mais il y a aussi une prise de conscience qui est nécessaire à travers tout ça. Puis au-delà de ça, puis il y a une réflexion plus grande sur la relation que les hommes ont avec le travail, je trouve. Il y a une valorisation trop grande du travail, de travailler fort, de travailler de longues heures, de réussir professionnellement, de faire de l'argent. C'est encore super valorisé chez les hommes. Puis je le sais, ça l'est aussi chez les femmes. C'est une pression de société, mais ça fait que tout ça, c'est contrebalancé par « Ah oui, tu prends beaucoup de congés parentaux, puis il y a encore un jugement, il y a encore une incompréhension, puis il y a un clash entre ça. Pourtant, puis c'est une réflexion qu'on avait que oui, tout le monde va dire que sa famille, c'est la priorité, mais on n'est pas prêt à dire que notre job, c'est secondaire. Parce qu'on se sent pas à l'aise de dire cette phrase-là, on dirait qu'elle passe croche un peu. Fait qu'il faut repenser à notre relation avec le travail, les hommes, je pense. Effectivement, parce que j'en vois même dans mon entourage qui ne sont pas à l'abri d'être épuisés. Veut pas, on se met la pression au travail. Maintenant aussi, beaucoup des fois de pression à la maison parce qu'on veut, la pression qu'on se met nous-mêmes, on veut être un beau-père, on veut connecter, on veut être présent, notre conjointe, on l'aime. Donc, on veut donner le meilleur. Jumelé à tout ça, le manque de sommeil, parce qu'on ne se le cachera pas, être parent, je veux dire, même si les enfants vieillissent, il y a des terreurs nocturnes, il y a des cauchemars, tu sais, un sommeil aussi réparateur, j'allais dire, sur nos 2 oreilles, 365 jours par année. En tout cas, si vous avez le truc, vous me le donnerez. Chez nous, ça marche pas. Encore. On l'a pas. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus performer de la même façon qu'avant et ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une évolution, mais il faut accepter qu'on évolue puis d'être parent, bien, ça va amener des changements inévitablement. Puis souvent, parce que l'épuisement des parents, là, c'est un thème récurrent. Puis je pense que quand on n'est pas parent encore, on trouve ça même un peu lourd. On trouve que les parents sont lamenteux. Mais la vérité, c'est que depuis 25 ans, il y a eu un cheminement incroyable au Québec. Les femmes travaillent plus que jamais. C'est merveilleux, puis on le souhaitait. Mais en parallèle, les gars, on ne travaille pas moins. On travaille toujours autant comme des déchaînés. Fait que ça fait en sorte que les familles sont ils ont un horaire plus condensé que jamais. Puis, les garderies, c'est merveilleux, mais ça fait pas souper le soir. Puis, quand les enfants sont malades, ça ne garde pas. On vit effectivement dans un rythme plus rapide que jamais, les parents. Fait que, les congés parentaux, puis diminuer sa charge de travail, je pense que c'est une solution pour garder un équilibre. Mais pour les gars, c'est pas facile encore. Moi, j'ai pris des congés parentaux beaucoup, puis je m'en vante aujourd'hui, mais
à mon premier bébé, là, c'était beaucoup moins naturel. Puis j'avais ce sentiment-là au départ que je me posais la question comment ça va être perçu par mes collègues, par mes clients, par mon employeur. 5 ans plus tard, honnêtement, je me pose plus la question, mais pour bien des gars, c'est un frein. Puis Oui. les gars hésitent encore à en prendre. C'est pas reçu nécessairement de la même façon dans tous les milieux de travail non Exact. plus, dépendamment de notre emploi. Donc, je peux comprendre que certains hommes marchent un peu sur la pointe des pieds pour aller annoncer ça à l'employeur. C'est pour ça que plus tu es dans un milieu de travail traditionnel, plus c'est important de le faire parce que ça en prend des pionniers, ça en prend qui tracent la voie et qui disent ben oui, tu sais, je suis dans un milieu rempli d'hommes, une usine, peu importe, traditionnellement plein d'hommes, mais oui, je prends quand même mes congés, puis oui, je trace la voie à tous ces jeunes-là qui vont arriver sur le marché du travail dans la vingtaine, qui eux aussi réfléchissent à un modèle plus équilibré, puis à une présence dans leur vie de famille. Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. On le fait presque pour la génération de demain aussi. Là. Oui. Il y a un travail de société qui se fait, il faut le placer un peu à la fois. Puis c'est important, tu sais, Max puis moi, on n'est pas non plus des pères au foyer qui, tu sais, on est aussi à quelque part des carriéristes, mais je pense qu'on essaie de redéfinir un modèle où tu peux être carriériste, mais travailler 35 heures par semaine. Puis avoir des ambitions professionnelles, mais quand même aller chercher tes enfants le plus tôt possible à la garderie. Il faut réussir à définir ce nouveau modèle-là où on peut être des professionnels accomplis, mais aussi des pères présents. C'est pas simple, mais on va y arriver. Puis être capable de se partager, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, garderie rime aussi avec bien des virus. Fait que les congés maladie, avant, malheureusement, c'était majoritairement les femmes qui manquaient le travail parce que le petit était malade. Maintenant, on se partage ça, mais ça aussi, ça amène des changements dans notre relation avec notre employeur, le travail de notre équipe aussi. Fait que je pense que la communication, ça nous ramène ça aussi avec notre conjointe, avec notre employeur, d'être capable de dire, regarde, je comprends qu'en ce moment, on est dans un rush, fait que peut-être que ma conjointe prendra les 2-3 congés dans des semaines si ça arrive, mais à l'inverse, regarde, on a fini notre rush, mais là, le petit est malade, c'est moi qui y va. Tu sais, d'être capable de discuter de tout ça. Et en termes de discussion, pour mes 2 dernières questions, j'avais clairement la façon de s'occuper des enfants est différente lorsque c'est la mère, lorsque c'est le père. Avez-vous l'impression, compte tenu que vous partagez des tâches dans votre quotidien avec vos conjointes respectives, que c'est pour le mieux? Moi, j'agis différemment de ma conjointe avec mes enfants, mais je l'explique on est 2 personnes complètement différentes, on a des personnalités différentes et des backgrounds différents. Je ne veux pas genrer ces différences-là, c'est-à-dire que oui, des fois, il y a des traits qui sont un peu stéréotypés, puis je vais être peut-être un peu plus strict ou je vais être un peu plus direct ou ma blonde va être un peu plus douce, mais je ne le vois pas comme une relation. On est 2 humains différents, puis en même temps, c'est ce qui amène on est complémentaires dans notre éducation, dans notre approche avec les enfants. Les enfants ont tout à gagner à ce que ces 2 parents-là interviennent de façon parfois différente, mais toujours cohérente, évidemment. Toujours cohérente, j'aime ça. Différente, mais cohérente, d'avoir les mêmes valeurs puis le même objectif au bout de la ligne. Là. C'est bon pour les enfants, puis c'est bon aussi pour, tu sais, si un enfant qui est malade ou n'importe quel problème de famille, il y a juste une tête qui est réfléchie puis qui cherche des solutions. C'est beaucoup plus efficace quand on est les 2 à avoir fait minimalement nos lectures puis se poser minimalement des questions. Je pense que ça aide à trouver des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes. Dans ce temps-là, on peut se challenger l'un et l'autre puis bonifier les interventions de l'autre. Fait que c'est bon pour tout le monde. Ah non, c'est clair. Puis des fois, ça doit vous arriver vous aussi. Là. Disons, moi, j'interviens, j'ai aucun résultat. Mon chum va arriver, ça fonctionne du premier coup, puis le lendemain, c'est l'inverse. Tu sais, je veux dire, le fait d'être 2 aussi, nos mots, notre ton, notre façon d'être, c'est différent. Puis des fois, ça va fonctionner. Puis des fois, on se rend compte que ça clique plus peut-être avec un enfant versus l'autre pour des périodes données. Puis c'est correct comme ça aussi. Là. Alors, c'est clair. Alors, définitivement, là, c'est un outil de plus dans le coffre de bien des familles d'avoir 2 parents qui peuvent intervenir. Puis, écoute, impliquons-nous. Les hommes, impliquons-nous. Puis, j'ai pas envie de dire, j'ai aucun conseil à donner aux femmes, tout va bien, mais laissons cette place-là à certains hommes qui veulent la place aussi. Puis, je pensais au congé, tu sais, il y a un sentiment très protecteur de plein de mères qui disent, j'ai un appel de l'école, j'ai un appel pour un rendez-vous, je veux le faire, mais plus on va laisser les hommes s'occuper de ça aussi, puis les pères prendre des congés, puis les pères prendre des imprévus, ça va créer un équilibre sur toutes les autres sphères de la vie. La sphère professionnelle, il y a plein d'employeurs qui ne s'attendent pas à ce qu'un homme parte à l'improviste pour la garderie, parce que c'est comme ça dans leur tête. Mais le jour où ce sera ça, il y aura un vrai équilibre aussi dans le milieu de travail. Là. Que tu aies un homme ou une femme, là, la famille sera la priorité pour les deux.
J'aimerais ça vous amener pour la dernière question, justement, sur la responsabilisation. Parlons de coparents. Je veux dire, inévitablement, nous avons chacun nos forces. Hein? Il y a des domaines dans lesquels on est meilleur, que ce soit gars ou fille, ça n'a pas d'importance. Mais il est où notre rôle en tant que coparent de dire je me responsabilise, puis oui, mon conjoint ou ma conjointe est super bon dans telle tâche, mais garde, ça serait peut-être à moi de reprendre le lead. Tu sais, je trouve ça parfois facile de dire, puis même pour la vaisselle, hey, mon chum, c'est le pro du lave-vaisselle, il coque ça super bien, je lui laisse tout le temps. Mais à un moment donné, on peut-tu prendre notre responsabilité, puis s'impliquer même dans les choses dans lesquelles on est moins bon, pour redevenir justement un petit peu plus équitable et diminuer cette fameuse charge mentale qui assaille tous les parents? Ben, clairement, je seconde tout ce que tu viens de dire, mais oui, tu sais, je pense que pour l'homme, il ne faut pas attendre. Je pense que de part et d'autre, il faut donner la place à l'autre parent, mais si, en tant que père, tu as confiance à tes moyens, tu prends les devants, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mères qui ne laisseront pas la place à un homme qui veut bien l'apprendre, puis qui démontre de l'intérêt, qui démontre de la confiance. Puis, fait que, oui, clairement, c'est la responsabilité de chaque parent, je pense, de prendre sa place. Et si l'autre ne te laisse pas, ben fais ton chemin. Tu sais, oui. Fais ton chemin et fais un peu sans faire tes preuves. Là, j'aime pas nécessairement le mot, mais c'est à force de le faire que la confiance va s'installer. Tu sais, c'est sûr que quand on n'a jamais fait quelque chose, ben il faut essayer. Puis je pense que comme ça, le partage des responsabilités va peut-être mieux se faire d'un côté et de l'autre. Clairement. Puis, tu sais, la clé, c'est un mot qui revient tout le temps, mais la communication, c'est tellement important. Puis on parle de responsabilisation, puis on parlait aussi de vitesse. Tantôt, la vie va tellement vite, on est dans les routines, le travail, on court tout le temps. Puis même entre coparents, on ne prend pas souvent le temps de s'asseoir et de dire hey, tel truc, je trouve qu'il y a une incohérence dans la façon dont on agit. Là, j'aime moins ce que tu fais. Là, j'aurais besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin d'aide à tel. Fait que cette communication-là, on n'a pas le temps. La vie fait qu'on ne prend pas le temps de le faire. Puis c'est tellement important pour se réaligner. Puis après ça, ben, justement, faire équipe et que tout avance bien. Mon message au père, c'est nécessairement, il va y avoir des gens qui vont te faire sentir comme l'autre parent puis le deuxième parent. Nécessairement, la société est encore remplie de stéréotypes qui te font passer pour le deuxième joueur. À un moment donné, c'est à toi de te foutre de ce que les autres disent, ce que les autres pensent, prendre ta place. Puis, au final, ça ne concerne que toi et ta conjointe puis les enfants. Fait que je pense que c'est à chacun de passer outre ces commentaires-là qui existent encore pour prendre sa place. C'est un merveilleux mot de la fin. Je ne pourrais dire plus. Merci beaucoup, messieurs, de votre grande disponibilité, de votre ouverture également à aborder des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à regarder dans la description de l'épisode. J'ai mis les liens vers votre page Facebook, votre site web, Nouveau Père. Je vous dis un magnifique projet à découvrir. Je suis certaine que ça va prendre encore plus d'ampleur au fil des mois et des années à venir. Merci, messieurs. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. N'hésitez pas à aller commenter le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire sur la page Facebook et Instagram du Balado. Merci à nos invités aujourd'hui, Maxime et Samuel de Nouveau Père, Maxime Sarrazin, journaliste au 98.5 FM, Sarah Hamel, psychoéducatrice. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706. Merci à Kaleido, le régime épargnitude qui en fait plus, de propulser cette série. Je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!